Figurez-vous que ma chaîne Grand Angle Éco a 9 ans la semaine prochaine. À l'époque, j'avais publié mes 2 premières vidéos sur l'inflation et l'utilité de la monnaie. Ah oui, je suis parti des bases. Je tournais mes vidéos dans mon salon sur fond vert, pendant que ma femme emmenait les enfants au parc, et je montais les vidéos la nuit de 21h à 1h du matin, entre deux biberons. Après 5 mois d'efforts à l'époque où je me suis défoncé avec très peu de sommeil, je me souviens du dimanche 7 septembre 2017, où mon beau-père m'a demandé comment ça se passait mon activité sur YouTube. Je lui ai dit que c'était super car j'étais sur une exponentielle et je lui parlais de la croissance des vues alors que je partais de rien et sans aucun appui. Dubitatif, il m'a demandé combien je gagnais et je lui ai répondu qu'entre le 10 septembre 2017 et le 17 avril 2017, j'avais gagné 37 centimes d'euros. Mais pour moi, les revenus pubs, ce n'était rien, je m'en fichais comme de ma première chemise. J'avais l'intuition que j'étais en train de construire quelque chose de fort. C'était l'augmentation du nombre de vues, des commentaires et généralement de l'engagement qui me fascinait. J'ai donc redoublé d'efforts, je me suis buté avec un travail à mi-temps, 2 enfants en bas âge, ma chaîne et ma famille. J'ai roté du sang pendant 2 ans, mais qu'est-ce que j'ai aimé ça! En février 2018, j'interviewais alors Charles Gave pour la première fois. Une rencontre qui m'a marqué à jamais, je m'en souviens comme si c'était hier. Puis, des gens comme Philippe Herlin, Olivier Delamarche, etc., etc., vous connaissez la suite. En octobre 2018, je lançais ma lettre d'investissement avec Charles Gave et Guillaume Rouvier, que je salue, 2 très grands bonhommes. Et enfin, j'ai quitté définitivement mon travail de salarié à mi-temps pour être dédié à 100% à mon immobilier et à Grand Angle. Puis, j'ai commencé à faire mes propres projets d'entreprise, avec l'immobilier en Turquie, qui performe bien. Pour tout vous dire, j'ai acheté à Antalya en fin 2021, en décembre, c'est la courbe rouge. Donc Antalya est passé de l'époque de 550 à 1200 $ le mètre carré en 5 ans. Bref, ça va pas si mal. Par contre, là où je me suis raté, c'est sur la structuration d'une mise à l'échelle avec la communauté. Tout d'abord, je n'avais pas une équipe assez solide sur place et du coup, je n'avais pas une connaissance assez profonde du cadre légal pour prendre le risque d'en faire plus avec des investisseurs. Mettre son argent, c'est une chose, amener celui des autres en est une autre. Du coup, bien que j'ai eu de nombreux investisseurs pour environ 10 millions d'euros qui se sont manifestés pour investir ensemble, je n'ai pas sauté le pas car je ne le sentais pas. J'ai donc beaucoup perdu en frais d'avocat pour réfléchir à une structuration d'investissement entre la Suisse et la Turquie sans que je donne suite. Bon, après, j'ai gagné ma vie sur l'immobilier en tant que tel, à titre personnel, mais surtout sur la façon de structurer des sociétés pour des investissements internationaux. Ça m'a permis de trouver des avocats de grande qualité et j'ai dû en poncer un sacré paquet avant de trouver la bonne équipe. Et tout ça m'a permis d'apprendre à éviter les pièges et les bonnes pratiques en termes de structuration. Comme je dis toujours, il faut souvent payer pour apprendre. Puis, il y a eu aussi CleanSat Mining. L'idée était de profiter de la meilleure structure de coût énergétique dans le monde pour faire du minage de Bitcoin. Et là, on en a encore bavé durement avec Guillaume. On a ouvert le Congo, où l'on a dû opérer dans un pays en guerre. On a ouvert au Paraguay, où le gouvernement nous a piqué nos machines. On a opéré en Finlande, où la centrale nucléaire n'a pas eu le taux de charge espéré, et donc un prix de l'électricité qui a explosé par rapport aux prévisions. Bref, j'en conclus que le business n'était pas dans les machines de minage, mais dans l'infrastructure électrique. Ce qui a conduit à Data Factory. Avec Richard et Philippe, je suis parti aux USA, dans l'Oregon pour la première fois, et on a eu une révélation au Texas, car j'ai vu un marché de l'énergie très bien structuré, avec des programmes de demand response très performants. Et ça, je connaissais parce que j'avais déjà une vie dans l'énergie, dans une société de private equity que j'avais opérée, où j'étais au comité stratégique, et où j'avais fait ma culture sur la gestion de l'énergie. Donc au Texas, un prix de l'énergie très accessible, du demand response et une infrastructure au top sans risquer des guerres ou de confiscation de notre capital, ah, ça m'a enchanté. J'ai donc convaincu Guillaume après coup de nous rejoindre et quelques mois plus tard, incroyable, il s'installait à Austin pour gérer les fermes sur place. Eh ouais, il a tout plaqué pour Data Factory. Par contre, je suis fier de dire qu'avec Guillaume, on n'a laissé personne derrière nous sur CleanSat Mining. On a été les 2 seuls associés de CleanSat à prendre sur nous et on a fait voter tous les sites de CleanSat Mining et tous ceux qui ont voté oui ont été convertis en actions Data Factory. Merci d'ailleurs pour votre confiance les gars parce que ça nous a beaucoup touchés même si ça nous a coûté cher. Mais avec Guillaume, on était fiers de le faire. Et un grand merci à Guillaume qui est une personne d'une loyauté incroyable.
fiable et avec beaucoup de talent dans l'exécution. Et puis, il y a eu Cross the Ages. Là, j'ai bien mangé. J'ai perdu plus d'1,5 million. J'y voyais un moyen d'inciter une grande partie des gens qui n'investissent pas, car cela les ennuie, à le faire via le jeu vidéo. Le problème, c'est que j'étais pas le patron et que j'étais pas au board non plus. Donc, quand Cross the Ages a préféré prendre un virage à 100% sur la voie du jeu vidéo, eh ben j'ai tout vendu, j'ai pris mes pertes et j'ai quitté le projet. Bref, j'ai paumé un bon gros million et beaucoup de temps et d'investissement personnel. Pour autant, je souhaite la meilleure des réussites aux équipes de Cross the Ages parce qu'il y a vraiment des très bons éléments dans cette équipe. En tout cas, je me suis dit que je n'investirais plus jamais dans des projets où je ne suis pas en contrôle de la stratégie. Perdre quand je prends une mauvaise décision, ça me va. Ça pique, mais bon, c'est moi le responsable. Mais perdre quand je n'ai pas pu faire ce que j'aurais souhaité, alors ça me frustre terriblement. C'est pour ça que maintenant, je suis président de tous les projets où je m'engage. Encore un apprentissage coûteux, mais un apprentissage quand même et un apprentissage important. En tout cas, tout ça, c'est grâce à vous, parce qu'ensemble, par la suite, on a levé près de 100 millions d'euros pour construire Data Factory, qui cartonne. Enfin, sur Data Factory, je suis aux manettes de la stratégie. J'ai une équipe super et la structuration a été bien exécutée. Ça a été dur d'en arriver là, mais toute l'équipe est fière de ce que l'on a fait. Je suis donc passé de YouTube à cofondateur et président d'une société industrielle aux États-Unis qui est bien partie pour devenir une licorne d'ici quelques temps. Yes! Et puis j'ai aussi eu d'autres résultats en tant qu'investisseur, comme avoir parlé de l'or depuis 2018 qui a explosé, les obligations chinoises qui ont largement surperformé les obligations françaises, mais aussi Bitcoin depuis 2021 quand il ne valait que 45 000 $ en moyenne, et j'en passe. Et encore une fois, tout n'est pas rose. J'avais bien anticipé la baisse des marchés avant la crise des mesures anti-Covid, mais je suis dégoûté d'avoir raté le rebond. On n'a donc rien gagné, mais on n'a rien perdu non plus pendant cette période. Et c'est sur cette partie de l'histoire que je me suis beaucoup rapproché de Didier Darcet avec ses modèles géniaux en macroéconomie et sur les marchés. Au final, avec Didier dans ma lettre d'investissement que j'ai arrêtée parce que j'ai plus le temps, on aura réalisé sur le portefeuille du rentier plus 11% en 2025 et plus 5% depuis le début de l'année en 2026. Quant au portefeuille du tacticien, qui lui est beaucoup plus opérationnel, eh bien on est à plus 22% en 2025 et sur 2026 à plus 15%. Donc c'est une belle réussite et merci à ceux qui nous auront suivis avec Charles puis avec Didier dans cette lettre. Et je ne remercierai jamais assez Didier qui est un partenaire loyal, talentueux et un ami aujourd'hui. Au final, ça fait de moi quelqu'un qui théorise avec mes médias et qui se confronte également à la réalité avec nos sites industriels. Je suis très fier d'être un industriel aujourd'hui. L'industrie, c'est la réalité crue. Des accidents qui produisent des flammes de 6 mètres de haut, ou des serpents de 2 mètres qui menacent les salariés sur site. Mais c'est aussi des chantiers incroyables où l'on construit réellement l'infrastructure de demain avec de l'acier, du béton, des machines qui vibrent, qui chauffent et de très nombreuses personnes qui s'activent pour faire vivre une couche essentielle de nos économies modernes. J'ai trouvé dans nos activités industrielles le même plaisir que dans le bâtiment à l'époque. La satisfaction de produire du réel. Je n'ai jamais eu de période de ma vie où ça a été aussi dur durant ces 9 dernières années. Dans les échecs, bien sûr, parce que vous devez assumer les conséquences, que ce soit vous ou non qui ait pris la décision, mais aussi lorsque vous réussissez, parce que vous passez toujours par de grands moments de solitude face à des décisions qui sont toujours évidentes a posteriori, mais beaucoup moins a priori. Un exemple, quand vous devez faire face à votre board pour trancher dans le sens opposé, c'est pas forcément évident parce que oui, en tant que président, vous avez ce qu'on appelle le casting vote. C'est-à-dire qu'en cas d'indécision du board, c'est votre voix qui l'emporte. Typiquement, quand j'ai décidé de renoncer à l'introduction en bourse de Data Factory sur le Nasdaq pour tout miser sur une fusion potentielle avec Hivenet et Polycloud, pour poursuivre notre intégration vers le secteur IA, plutôt que de devenir un pure player du mining. Eh ben, c'est beaucoup plus facile à dire qu'à faire, parce qu'à l'époque, j'ai dû expliquer dans un call avec l'une des plus belles banques d'affaires de New York que finalement, on n'avait plus besoin d'eux. Alors que de l'autre côté, fusion, il y avait encore rien de sûr. Forcément, je peux vous dire que entre les deux, je me sentais, comment dire, coup-ci, coup-ça. Donc clairement, depuis 9 ans, que ça aille bien ou que ça aille mal, j'ai souvent des nuits agitées. Mais en même temps, je ne me suis jamais senti aussi accompli et vivant. C'est extraordinaire cette sensation d'être à sa juste place. Et tout cela, c'est grâce à une chose, votre confiance. Je vais vous présenter toute ma stratégie personnelle sur laquelle repose tout mon patrimoine. En réalité, ce n'est que le condensé de ce que j'ai appris durant ces 9 dernières années jusqu'à ce jour. Préparez-vous car j'ai un chemin bien atypique.
Ah oui, parce que de ma campagne dans les terres froides du Dauphiné où j'ai grandi, à ma maison en Suisse, à mes usines au Texas, eh ben, j'ai jamais été dans le moule. Pour l'anecdote, mon père était ouvrier et ma mère institutrice. On vivait dans la maison de fonction de la directrice, dans la cour de l'école, à gauche sur l'image, dans un tout petit patelin. Et oui, il y a quelques dizaines d'années, j'étais vraiment là, juste là. Et j'avais aucun plan pour la suite, rien de tracé, mais juste l'envie de faire des trucs. Pour ceux qui me connaissent ou qui suivent ma chaîne, vous savez de quoi je parle. Quand j'ai un truc en tête, il faut que ça accouche de quelque chose tôt ou tard. Alors allons-y! Fondamentalement, quelle est ma boussole pour placer mon épargne et la faire fructifier? Tout d'abord, je vais vous donner le cadre général de ma réflexion pour vous donner des clés afin de vous pousser à réfléchir sur votre cas personnel. Tout ça en vous détaillant bien sûr ma stratégie personnelle des 3 piliers. Commençons avec le premier point cardinal de ma boussole, la valeur. Le sujet avec l'épargne, c'est que mettre des sous de côté consiste essentiellement à les confier à quelqu'un d'autre qui va les faire travailler à votre place. Or, travailler c'est bien beau, mais attention, première idée, fondamentalement, le travail n'a pas de valeur. Donc pour moi, quand on commence à parler de la valeur du travail, ça part très mal. Seul le travail crée de la valeur. Ça, c'est une proposition révolutionnaire. Honnêtement, l'univers se contrefiche du travail que vous avez accompli aujourd'hui. Par contre, ce qui a de la valeur, c'est la création de richesses issues d'un travail. C'est donc le résultat que le karma va valoriser. Donc oui, si vous ne travaillez pas, il ne se passera rien. Mais si vous travaillez sans créer de la valeur, ça ne servira à rien non plus. Pris par l'absurde, si vous creusez un gros trou toute la journée pour le reboucher le soir, c'est beaucoup de travail, mais tout le monde s'en fiche, car cela ne crée aucune valeur à part vous permettre de faire un peu de sport à la rigueur. Et donc, cela crée de la valeur pour vous, mais pas de richesse. C'est pour cela que l'on parle de la valeur travail, qui est totalement différente, car la valeur travail valorise la création de richesse par le travail. La valeur travail, c'est la riposte capitaliste à cette affirmation. Par contre, point très important pour comprendre ce qu'est la valeur. Si vous faites ce même trou pour y mettre une canalisation d'eau pour raccorder une maison au réseau de la ville, alors vous aurez créé de la valeur. Pourquoi? Car fondamentalement, créer de la valeur, c'est tout simplement faire quelque chose qui est utile aux autres. C'est de la richesse au sens d'Aristote. Un pouvoir-faire, on transfère de la puissance d'action. Faire quelque chose d'utile pour les autres consiste à leur transférer une puissance d'agir. En raccordant la maison au réseau, vous ne donnez pas seulement de l'eau, vous donnez la capacité souveraine d'en disposer sans effort, ce qui est l'essence même de la richesse. Une autre façon de le dire, il n'y a pas de liberté sans propriété. Et d'ailleurs, c'est bien pour ça que je me suis évertué ces 9 dernières années à le mettre en pratique de mon côté, et à vous donner toutes les clés pour faire la même chose de votre côté. Être souverain, être maître de ses décisions, c'est la clé. Donc, quand on travaille en étant utile aux autres, on touche des revenus et on arrive à mettre une partie de ce capital de côté, car un ménage bien géré génère plus de ressources qu'il n'en dépense. Et là, on se dit que faire fructifier ce capital serait sympa, car si je travaille tous les jours, il n'y a pas de raison que mon argent ne fasse rien. Au-delà de ça, il y a encore une chose très importante à comprendre. La valeur se déplace dans le temps. Ce qui vaut quelque chose aujourd'hui aura certainement plus ou alors moins de valeur dans 10 ans, mais certainement pas la même valeur. Donc, épargner, cela signifie que l'on va confier les fruits de la création de la valeur générée, donc du capital, à quelqu'un d'autre. Et bien sûr, en espérant qu'il m'en rende plus dans le futur. Dire cela, c'est ajouter une nouvelle brique à notre réflexion très importante, le concept du risque. Donc, dans ma boussole, le second point cardinal déterminant est le risque. Tout stockage de capital, sous quelque forme que ce soit, est risqué par nature. Et si on vous dit le contraire, c'est un mensonge. Et là, il n'y a pas d'échappatoire. Je le répète car c'est important, il n'existe aucun moyen de stocker de la valeur sans prendre un risque. Nous avons la sensation qu'épargner et investir sont différents, car l'épargne serait sans risque, avec un capital garanti, alors que l'investissement consiste à mettre son capital en risque. Mais je vous le redis avec force pour l'appel, il n'y a aucune différence de nature entre les deux. En réalité, ce que l'on appelle épargner consiste à confier son argent à des structures institutionnelles qui portent la garantie plus ou moins directe de l'État, tandis qu'investir consiste à placer son argent dans des activités du secteur privé. Là, ok. Mais alors, d'où vient cette illusion de l'épargne en sécurité? Eh bien, un État fait faillite grosso modo à l'échelle du siècle, alors que les activités privées ont un début et une fin à l'échelle d'une carrière humaine, généralement soit allé entre 5 et 30 ans pour faire large. C'est une différence clé car à l'échelle des cycles de faillite des États, on a le temps d'oublier que les États ne sont pas immortels. Quand quelque chose dure depuis 60 ans,
Tout le monde pense que les choses ont toujours été ainsi et que cela ne changera donc jamais, parce qu'on a oublié le risque. C'est ce que je pense, et c'est aussi l'avis de personnes brillantes comme Ray Dalio, qui est un investisseur hors pair qui a géré l'un des plus grands fonds au monde, Bridgewater. C'est l'un de mes modèles et ses travaux en la matière sont éclairants. Voici un cycle total de la vie économique d'un pays. Et ces cycles s'enchaînent avec un déplacement de la valeur en fonction du temps. Ce graphique est remarquable car il nous donne les cycles d'ascension et de chute des empires à l'échelle de 500 ans. Et sur la base de ces travaux, Ray Dalio nous dit qu'aujourd'hui, l'Europe et les USA sont sur une fin de cycle. Donc nous vivons ces périodes sur le graphique. Impression monétaire, conflits internes ou externes comme la guerre en Iran, en Ukraine, les gilets jaunes en France ou les tensions entre les communautés aux USA, et enfin une grande instabilité politique au sens large. Peut-être que tout ça vous évoque certaines choses. Et tout cela finit immanquablement de deux façons possibles selon le modèle de Dalio. Soit par un redressement du pays à la mode Javier Milei en Argentine, ou alors beaucoup plus souvent par une faillite des États. Dans les deux cas, c'est l'instauration de ce que Dalio appelle un nouvel ordre à la fin pour redémarrer un autre cycle. Ce que j'essaie de faire, c'est de poser un diagnostic sur l'état du système, et le diagnostic que je pose, en m'appuyant sur des travaux que j'estime solides, c'est celui d'un système profondément malade. Et effectivement, à l'échelle d'un État, ce que je ne sais pas faire, c'est vous dire si la rupture interviendra dans 3 ans, dans 8 ans, ou je ne sais pas. Mais j'ai la conviction que dans la situation actuelle, l'ordre actuel ne peut pas tenir indéfiniment. Parier sur l'arrivée d'un homme providentiel qui redressera la barre me semble bien trop risqué. Clairement, mon avis sur tout ça, et c'est ce qui définit ma manière d'investir, c'est que les pays d'Europe et les USA vont finir par planter leur monnaie d'une façon plus ou moins élégante lorsque les déficits budgétaires et extérieurs ne leur laisseront plus le choix. Ce n'est pas pour rien que Trump explique qu'un dollar faible est une bonne chose pour les USA. Et ce n'est pas pour rien non plus que l'on commence à entendre le terme de patriotisme économique refaire surface. Donc, mon avis, c'est qu'il va y avoir une phase d'euthanasie du rentier, comme le disait John Maynard Keynes, car les pays occidentaux n'auront pas le choix. Soit cette euthanasie sera pilotée, comme Trump est apparemment en train de le faire, ou alors elle sera en roue libre, comme c'est le cas en Europe. Mais si on se rappelle de nos histoires de risque, s'ils n'ont pas le choix, parce que la fin est inéluctable, alors ça veut dire que nous ne l'aurons plus non plus si nous sommes collés à eux par des mécanismes d'épargne trop classiques, car trop liés à l'État. On pourrait encore parler de l'effet Cantillon, des mécanismes de spoliation possible de l'épargne et de quantité d'autres outils que l'État a mis en place pour ajouter à sa palette de tortures qui pourraient potentiellement nous mener à des heures sombres monétaires. On pourrait parler de la restructuration monétaire qui survient en moyenne tous les 50 à 70 ans au détriment de l'épargnant. Et on pourrait parler même de thermodynamique, car ces cycles de destruction, restructuration puis création sont finalement assez banals et classiques. Et je ne balance pas le mot thermodynamique pour faire du name dropping comme ça à la va-vite. L'efficacité thermodynamique des systèmes diffusifs en économie est la première vidéo qui a déclenché la création de la chaîne Grand Angle Nova. Allez la voir, personnellement je l'adore et c'est une pierre angulaire de ma façon de penser le monde car elle permet de comprendre à mon sens ce que l'on appelle la croissance à l'échelle de l'univers. Sur Grand Angle Nova, on y parle aussi de tech et d'intelligence artificielle, alors si ça vous intéresse, abonnez-vous à la chaîne Grand Angle Nova. Donc, dit de façon très concrète, je pense que les sécurités collectives qui font la différence entre ce que l'on appelle communément épargne et investissement ont une grande probabilité de nous exploser au visage durant notre vie d'épargnant d'une façon ou d'une autre. Que ce soit par l'inflation, la répression financière, la saisie de l'épargne, des emprunts forcés, ou je ne sais quoi d'autre, et dans le fond, je m'en fiche, car au final, on arrive toujours au même point, l'euthanasie du rentier. Et bien sûr, ces périodes sont des périodes de changement de l'ordre historique vers un nouvel ordre. Ce sont donc des périodes chaotiques. Maintenant qu'on y voit plus clair sur les notions encapsulées dans le mot risque, il va falloir trouver une manière judicieuse de le canaliser pour investir efficacement. Et c'est le troisième point cardinal de ma boussole, l'antifragilité. Quand on veut placer ses capitaux, il faut se demander si on investit dans des actifs qui créent de la valeur dans les périodes de calme et de stabilité, mais qui en perdent dans les périodes de chaos, ce que Nassim Taleb appelle des actifs fragiles. Ou alors, si on veut investir dans des actifs qui créent de la valeur dans les périodes de chaos, mais qui vivotent dans les périodes de stabilité, que l'on appelle des actifs antifragiles. La bonne nouvelle, c'est que grâce aux travaux de Didier Darcet, on sait techniquement comment savoir si un actif est fragile ou antifragile en fonction de leur croissance rapportée à l'agitation des marchés. Ça, c'est un actif antifragile, en l'occurrence la société mère de Google, Alphabet.
Et ça, c'est un actif fragile, en l'occurrence le MSCI World, qui est un indice des marchés actions mondiaux. Donc là encore, quand je parle de fragilité et d'antifragilité, ce ne sont pas des mots pris au pif. Ce sont des concepts très bien définis mathématiquement que j'utilise et dont j'ai parlé dans d'autres vidéos sur cette chaîne. Là, vous avez un camp à choisir. Soit vous pensez que la stabilité du pays dans lequel vous vivez va perdurer, au moins jusqu'à votre mort, et vous allez vouloir une épargne constituée d'actifs fragiles, soit vous pensez que la stabilité de votre pays a pris beaucoup trop de plomb dans l'aile pour que ce soit tout à fait orthodoxe, pour que ça n'explose pas durant votre vie d'investisseur, et vous allez vouloir des actifs antifragiles pour sauver votre épargne d'un effondrement total ou partiel de l'ordre en place tel que Ray Dalio le décrit. Vous l'aurez compris, je fais partie de ceux qui pensent que les USA et les pays d'Europe traversent une crise violente. Ils sont en train de transiter vers un nouvel état stable. Alors je ne sais pas dans combien de temps, mais on ne devrait pas attendre des décennies en tout cas. Si cette hypothèse vous parle, alors vous avez donc un choix à faire. Soit vous voulez 50% d'actifs fragiles et 50% d'actifs antifragiles afin que les deux se compensent quoi qu'il arrive et rester gagnant-gagnant dans les deux cas. Là, vous espérez conserver votre épargne et gagner un peu car les pertes de l'un ont pour objectif de compenser les pertes de l'autre. Ou alors, et c'est mon cas, vous voulez profiter de cette transition pour faire croître très fortement votre épargne en achetant 100% d'actifs antifragiles. Concrètement, ça signifie que si les grands fondamentaux économiques et financiers restent stables, il y a de fortes chances que vous sous-performiez des portefeuilles plus classiques, et donc que votre prise de risque ne soit pas rémunérée comme vous l'espérez. Cela signifie aussi que dans le cas où vous auriez raison, votre portefeuille va connaître de fortes variations à la hausse et à la baisse de façon très claire. D'une part, ce que l'on appelle la volatilité, à savoir la quantité de variations journalières et annuelles de la valeur de vos actifs, sera largement plus grande. Et d'autre part, en termes de baisse maximale ponctuelle, que l'on appelle aussi drawdown en finance. Typiquement, un portefeuille 100% antifragile pourrait chuter de 50% ou plus pendant plusieurs années de suite. Et là, il faut être très clair, tout le monde n'est pas capable de voir son portefeuille griller au soleil sur de telles amplitudes pendant plusieurs années. Mais la contrepartie, c'est que vous pouvez espérer à l'échelle de 10 ans voir la valeur de votre épargne multipliée par 5 ou par 10 ou par je ne sais combien. Une illustration, c'est l'or. Aujourd'hui, une fois que l'or a explosé l'année dernière, tout le monde est d'accord pour dire que c'était une évidence, bien sûr. Mais attention, entre 2011 et 2015, l'or a perdu près de 45% de sa valeur, entre son plus haut et son plus bas, et je ne vous parle même pas de Bitcoin. Ce que je veux vous dire, c'est que tout le monde n'est pas capable mentalement et émotionnellement de voir son épargne rougir au feu de moins 50% à moins 70% en se disant que tout va bien et que ça remontera plus tard. Autre exemple, Warren Buffett a connu des périodes de 5 ans à moins de 50% sur son portefeuille. Avec le recul, c'est facile à dire, mais durant ces 5 ans, où tout le monde vous explique que vous ne comprenez plus rien à rien, que vous êtes trop vieux, vous êtes has-been, il faut tenir la rampe. Non seulement mentalement, mais aussi contre son board et contre ses actionnaires qui sont pas tous aussi gaillards que vous. Et cela peut être extrêmement douloureux au sens littéral du terme, à ne plus pouvoir dormir la nuit. Et je dis pas ça pour la figure de style. La volatilité des marchés peut réellement impacter la santé des investisseurs. Donc c'est à prendre avec le plus grand sérieux, je vous mets des sources. Personnellement, je vous l'ai dit, j'ai déjà perdu des millions et j'en ai regagné par la suite. Donc j'ai appris à me connaître. Et je sais que j'ai une bonne résistance à la douleur de ce côté-là. Mais encore une fois, ne sous-estimez pas ça. Car le pire est de changer de stratégie car on craque alors que l'on est au milieu du gué. Et en même temps, quand on s'est trompé, il faut savoir lâcher l'affaire. Car il ne faut pas tomber dans le biais des pertes irrécupérables. Se dire j'ai perdu 40% donc je ne vendrai pas avant que cela remonte par principe est une erreur car vous pouvez encore tout perdre si votre actif va à zéro. C'est là toute la difficulté. Une grande conclusion à ce stade, anticiper le déplacement de la valeur, c'est prendre le risque de se tromper. Comme le dit le dicton, en investissement, il faut des convictions solides, jamais de certitude, et en même temps, il faut être prêt à en changer du jour au lendemain quand l'occasion s'y prête. C'est pour cela que bien des conseils dits prudents en gestion de fortune, comme le fameux portefeuille 60% obligations et 40% actions, finissent par devenir des pièges mortels pour votre épargne. Le 60-40 était une bonne idée pendant 40 ans en période désinflationniste, mais maintenant que nous sommes structurellement dans une période inflationniste, c'est la mort programmée d'un tel portefeuille. Le cas classique, c'est des drawdowns maximum maintenant que les obligations et les actions sont corrélées, et des investisseurs qui vendent en panique parce qu'on leur a vendu de la prudence. Et quand il y a des rebonds, vous rétamez tous les petits épargnants.
C'est entre autres comme ça que les grandes fortunes sont perdues en 3 générations. Le grand-père prend des risques et fait fortune, le fils conserve et le petit-fils perd tout en écoutant ses conseillers financiers institutionnels qui font de la gestion prudentielle. Donc en matière d'épargne, vous ne pouvez pas ne pas prendre de risques. Au mieux, entre guillemets, vous pouvez fermer les yeux pour ignorer le risque que vous prenez. C'est ce que j'appelle le syndrome du livret A. La grande majorité des épargnants sur un livret A sont incapables de vous expliquer la structure du risque de ce placement basé sur la capacité de la France à soutenir ses déficits budgétaires. Si vous ne voyez pas le rapport entre les deux, renseignez-vous, c'est crucial. D'où la célèbre citation de Milton Friedman, éminent économiste parmi les éminents économistes que ce monde ait porté. En économie, il n'existe pas de repas gratuit. Toute rémunération s'accompagne d'une prise de risque. Et c'est comme ça qu'on en arrive au 4e point cardinal de ma boussole, la décorrélation. À ma connaissance, c'est la seule exception à l'inexistence des repas gratuits énoncés par Milton Friedman. On dit qu'un actif est corrélé à un autre quand les variations vont globalement dans le même sens en fonction des événements. Par exemple, les actions d'un indice boursier sont très fortement corrélées entre elles, car lorsque le marché baisse, tout baisse globalement. Et puis vous avez des petits actifs qui affichent ponctuellement une corrélation inverse, comme les actions et l'or. Pourquoi je dis que la décorrélation c'est un repas gratuit? Car lorsque vous augmentez la décorrélation de votre portefeuille, vous baissez également sa volatilité et son drawdown sans pour autant dégrader sa performance. Et là, quand j'ai appris ça, grâce à Didier, ça a été une révélation. Parce que quand c'est gratuit, c'est dans mes prix. Dit encore autrement, mathématiquement, lorsque vous combinez plusieurs actifs très faiblement corrélés, vous construisez un ensemble dont le risque global est inférieur à celui de chaque actif pris isolément. Et alors ça, c'est vraiment très cool. Alors maintenant que vous avez une bonne compréhension de ma boussole d'investisseur qui se compose de la valeur, du risque, de l'antifragilité et de la décorrélation, qu'est-ce qu'on en retire? Premièrement, je ne veux que des actifs antifragiles car j'ai envie de casser la baraque au maximum car je crois profondément que nous allons passer par une rupture de la stabilité pour traverser une période de chaos avant d'arriver à un nouvel ordre économique et géopolitique. Je fais donc le pari du risque rémunérateur et de l'antifragilité comme vecteur de richesse à long terme. Deuxièmement, je veux décorréler mes actifs afin de réduire mon risque global sans perdre de performance financière dans le cas où je fais les bons investissements. Car pris un par un, le niveau de risque est maximal. Donc je fais le pari du risque calculé et maîtrisé, la décorrélation étant un moyen d'y parvenir. Et c'est gratuit, alors que demander de plus? Alors maintenant qu'on a les points cardinaux et une boussole pour nous indiquer les directions à prendre, que choisit-on comme actif? Petite précision, ce dont on va parler maintenant n'est ni une thèse d'investissement avec des modèles dans tous les sens, ni quelque chose de réplicable par tout le monde facilement dans l'absolu. Et encore moins une promesse de résultat, vous l'aurez bien compris. C'est simplement la manière dont moi, aujourd'hui, je structure mon capital avec mes convictions, mon réseau et mon contexte. Et si cela nourrit votre réflexion, alors l'objectif sera atteint. Premièrement, les actions non cotées, que l'on appelle le private equity. Attention, ce type d'actif est à double tranchant. Comme c'est un marché très peu liquide, pour ne pas dire illiquide, vous devez accepter votre statut d'investisseur passif, malgré le faible niveau d'information disponible. Et dans cette situation, où vous ne savez pas grand-chose sur la société, ni avant, ni pendant, ni après, il n'y a que 3 grandes issues qu'il faut savoir accepter. La faillite, l'IPO, donc l'entrée en bourse, ou le rachat. C'est pour ça que le private equity, c'est souvent une boucherie pour les investisseurs. Je dirais même que faire du private equity quand on vous promet du 15% par an n'a aucun sens vu le niveau de risque que vous prenez sans le savoir. En réalité, le marché s'est levé sur le private equity car les rendements se sont effondrés ailleurs suite à une manipulation à la baisse des taux d'intérêt par les banques centrales pour rendre gérables les déficits publics des grands États occidentaux. En ce sens, le private equity est dans une bulle. Vous l'aurez compris, personnellement, ce que je veux faire est complètement différent. C'est de rentrer au board et au capital de sociétés qui n'ont pas encore levé d'argent. Des sociétés que personne ne connaît, car c'est à ce moment-là que vous pouvez faire des multiples incroyables. Alors bien évidemment, le risque est aussi maximum, mais quand vous mettez 100 000 $ dans une société, vous pouvez tout perdre, mais si ça prend, le retour est juste incroyable. Autre point, je ne veux pas faire comme tout le monde en mode abattage où j'investis dans 100 sociétés quasiment au pif pour que seulement une ou deux rentabilisent les pertes des autres. C'est pas satisfaisant pour moi. Non, maintenant que j'ai une équipe, des réseaux et une expérience, ce que je voudrais faire, c'est rentrer au capital et au board, avec un contrôle sur la stratégie de 2 ou 3 sociétés par an,
que je vais accompagner personnellement vers la réussite. Et moi, je l'espère. Pas d'abattage, mais du qualitatif. Avec le temps, je me rends compte que c'est comme ça que ça marche le mieux pour moi. De plus, j'ai dans l'idée d'en faire un show sur grand angle qui sera un mix de Shark Tank, The Apprentice et de Y Combinator. Dit simplement, un show qui montrera toutes les étapes de l'accompagnement d'une société, depuis les levées de fonds, à la stratégie, à l'exécution, en passant par une forte communication vis-à-vis des investisseurs, dont je serai bien évidemment le premier à mettre mon argent dessus. Déjà parce que c'est fun, mais aussi car je pense qu'il y a un réel intérêt à partager ces expériences avec vous tous qui m'avez tant donné. Bref, vous comprenez aisément que ce ne sera pas pour tout de suite, car tant que je suis fortement impliqué dans Data Factory, je n'ai pas le temps de conduire ce type de projet ambitieux. Ce sera donc pour plus tard, mais voilà, vous savez un peu plus ce qui m'anime et m'excite pour la suite de mon aventure dans le private equity. Quant à mes médias grand angle, ils ne me rapportent plus rien, car je ne monétise plus rien, et c'est même pire que ça, c'est un centre de coûts maintenant, parce qu'il faut que je paye les équipes, la production, etc., et que je laisse simplement les publicités YouTube pour booster le référencement, et terminé. Pour moi, c'est de la visibilité et la construction de ma crédibilité. Je gagne ma vie par ailleurs avec mes investissements et mon activité en tant que patron industriel. C'est pour ça que j'ai arrêté toutes mes activités autour des lettres, portefeuilles, etc. J'aime tout particulièrement la pédagogie et la transmission puisque j'en suis moi-même le résultat. Mais je n'ai juste plus le temps. Quant au sponsoring, ça m'intéresse juste pas. Pour moi, vous n'êtes pas un produit, vous êtes une communauté qui me fait confiance. Et je ne veux pas vendre cette confiance contre des paquets de lessive ou des queues de cerises. Je veux la valoriser en étant toujours le premier à prendre le risque en premier quand je vous propose de faire quelque chose avec moi. Prendre le temps de faire réellement les choses ensemble. Là, on était dans un séminaire yoga business avec des investisseurs en Thaïlande. Les gens étaient ravis. Cela vous permet de mieux visualiser le cadre dans lequel j'aimerais faire du private equity à la sauce grand angle. Ensuite, le deuxième pilier de ma stratégie, de l'immobilier sur plan, hors marché, de luxe pour les familles de riches. L'idée est simple, en réalité l'immobilier sur plan et hors marché, ce sont les mêmes principes que le private equity. Pourquoi l'immobilier de luxe ? Ce n'est pas un caprice, c'est simplement un segment qui obéit à une logique très différente du marché immobilier classique. Alors attention, il n'est pas antifragile au sens absolu comme le serait l'or ou Bitcoin, mais à certains endroits, sur certains segments ultra rares et auprès d'une clientèle très mobile et très capitalisée, il peut mieux résister aux phases d'incertitude que l'immobilier classique, voire capter à la marge des flux de capitaux en quête de refuge. Là où l'immobilier global a été sous pression avec la remontée des taux ces dernières années, le luxe, lui, a continué de progresser avec des prix en hausse dans la majorité des grandes villes. Donc, dans la période actuelle, le segment de l'ultra-luxe s'est montré plus résilient. Et au milieu de tout ça, Dubaï est devenu le marché le plus actif au monde sur le segment de l'ultra-luxe, avec par rapport à Londres ou à New York, 80% de transactions en plus. Quand vous achetez sur plan avec une livraison à 3 ans, à Dubaï c'est assez standard. Mais c'est à peu près partout pareil. Vous ne payez qu'une partie du bien pendant la construction, souvent dans les 40% selon le plan de paiement. Mais au fur et à mesure que le projet devient visible et que les travaux avancent, la valeur du marché peut évoluer. Donc pour schématiser, si un bien vaut 100 aujourd'hui et que vous l'achetez 80 ou 70 parce que sur plan, vous ne déboursez pas 70 immédiatement, mais 40% de 70, soit 28 sur une première période courte. Alors supposons qu'un an plus tard, le marché est monté et que ce bien soit valorisé 120. Comme il n'est pas encore livré, toutefois, vous pouvez envisager une revente, disons, autour de 110. Et là, le calcul, 110 moins 70 égale 40 de gains bruts. Mais vous n'avez engagé que 28 de capital à ce stade. Donc, en brut, cela représente environ 143% sur le capital investi. Et si l'on raisonne sur la valeur totale du bien, donc 70, ça correspond tout de même à un rendement de 57%. Alors évidemment, je simplifie, il y a des frais, des taxes, etc. Mais en tout cas, c'est pour vous donner l'idée, le cadre général. Et pour réussir ce type d'opération à levier sans crédit, il faut le faire avec des opérations hors marché. Alors oui, la difficulté, c'est qu'il faut du cash, un réseau solide sur place, car il faut être dans les petits papiers des promoteurs. Mais bon, en termes de réseau, grâce à mon vécu et mes médias, je suis plutôt bien loti. De plus, je le fais sur un segment bien précis, le haut de gamme. Car aujourd'hui, les gens riches voyagent facilement.
Alors si vous arrivez à investir là où cette population se déplace, c'est là que vous faites de beaux multiples. Sinon, en ce qui concerne le mass market dans l'immobilier, l'évolution des prix est assez stable et vous ne pourrez jamais avoir l'effet de levier dont je viens de vous parler. Typiquement, à Miami, en Floride, que je connais de mieux en mieux, c'est surtout les prix du haut de gamme qui ont monté ces dernières années. Enfin, je vois l'immobilier comme un actif financier. Le bâtiment, j'ai assez donné. Donc, je veux des pays où les loyers impayés, les squats ou ce genre de turpitude n'existent pas, car la loi respecte profondément le droit de propriété. Alors oui, fatalement, exit la France. Personnellement, à part pour ma maison personnelle, je ne veux pas entendre parler d'investissement coup de cœur. En ce qui me concerne, j'ai donc de l'immobilier en Suisse, bien évidemment, puisque j'y vis. Comme je vous l'ai dit dans cette vidéo, j'ai de l'immobilier à Antalya, en Turquie, et vous pouvez voir en quelques clics que le pari était bon 5 ans plus tard. Et comme j'ai un pied aux USA, je me tâte pour m'étendre également là-bas. Mais peu importe dans le fond où j'achète, le sujet ici c'est la méthode qui reste la même. Enfin, comme je vous l'ai dit la semaine dernière, j'ai de l'immobilier à Dubaï, car le Moyen-Orient reste une plaque très intéressante au point de vue géopolitique, à cheval entre l'Asie et l'Occident pour faire large. Tout comme la Suisse ou Singapour d'ailleurs, je pense que ces endroits sont ce que j'appelle des rotules en mécanique. Ce sont des zones qui permettent à des empires avec leurs zones d'influence d'avoir un territoire où peuvent s'articuler des deals, des territoires neutres. Et vous me voyez venir, dans un monde qui se recompose, avoir des intérêts dans ces zones me semble plutôt opportun, surtout dans un monde où l'argent et les classes supérieures peuvent bouger aussi facilement. Donc en gros, pour résumer, j'ai fait mes armes en France, puis en Turquie, je me suis installé en Suisse, je me diversifie et m'expose à la croissance en commençant par Dubaï, en regardant du coin de l'œil les États-Unis et l'Asie. Enfin, mon troisième pilier, c'est de disposer d'une monnaie décentralisée refuge pour stocker la valeur sans me la faire torpiller par l'impression monétaire. Je pense que les grandes monnaies réellement accessibles sur les marchés financiers, comme l'euro, le dollar et même le franc suisse, ont pour vocation de baisser et donc de vous prendre insidieusement une part non négligeable de votre épargne par l'impression monétaire. Donc, recherchant une forte croissance, il me faut aussi une monnaie qui me permette de stocker la valeur créée par mes deux premiers piliers, et tant qu'à faire, qui dispose d'un potentiel d'appréciation très fort, car je rappelle que le but est de prendre le plus de risques possible pour maximiser mon espérance de gain. Là aussi, pour rappel, l'espérance de gain ne signifie pas que vous voulez augmenter vos chances de gagner de l'argent, mais que vous cherchez le meilleur compromis sur le couple risque-rendement. C'est ce que l'on appelle le ratio de Sharpe en finance. Et il se trouve que parmi les actifs avec une forte volatilité, Bitcoin est le meilleur ratio de Sharpe au monde sur une période de 10 ans. Et oui, je prends une échelle de 10 ans car c'est suffisant pour avoir plusieurs cycles de recul. Mais je ne vais pas plus loin pour exclure les premières phases de la vie de Bitcoin qui démarrent littéralement à zéro. Car sinon on tombe sur des chiffres absurdes car imbattables et qui ne se reproduiront pas dans l'avenir avec de telles amplitudes. Et mécaniquement, en termes de rendement, c'est aussi le meilleur, loin devant les autres. Alors là aussi, mes convictions sur Bitcoin sont fortes, au point que j'ai un média dédié à 100% à Bitcoin, Grand Angle Bitcoin. Le secret, c'est qu'en plus des caractéristiques intrinsèques de Bitcoin, nous profitons également de la période d'adoption où Bitcoin peut encore réussir, mais aussi échouer, ce qui apporte une rémunération supplémentaire par le marché. C'est ainsi que l'on arrive à un actif qui fait en moyenne 50% par an sur la dernière décennie. Mais l'or fait aussi très bien l'affaire. En réalité, j'adore l'or. Il y a un mix des deux à trouver, car l'or a terminé son adoption. Il est donc par nature moins risqué. Alors bien sûr, quand vous faites cela, encore une fois, vous vous exposez à une forte volatilité sur tous les fronts. C'est pour ça que je me donne 5 ans pour faire le point sur ma stratégie. En dessous, je ne mesure pas la performance, je mesure du bruit, à la hausse ou à la baisse, dans tous les sens, qui masque les réels fruits de ce que je suis en train de construire. Et pour la pondération, je pars sur 1/3 d'allocation chacun. Si vous avez bien suivi, vous savez que la poche actif refuge sera mécaniquement amenée à croître en volume, indépendamment de son prix, car c'est elle qui va stocker la valeur générée par mes deux autres piliers. Et si jamais je me plante sur l'un de mes piliers, c'est pas grave, puisque les trois ont pour vocation d'être explosifs. Alors voilà, vous avez les 3 piliers de ma stratégie. Pour autant, ce n'est pas tout. Avec cette stratégie, en tant que telle, je m'expose à 100% aux actifs antifragiles, certes, mais on peut encore augmenter le rendement potentiel en investissant pour profiter de la chute de l'ancien système. C'est précisément là que le fait d'avoir appris à me connaître devient décisif.
Car cette étape supplémentaire n'a de sens que si l'on accepte pleinement la volatilité, l'incertitude et la possibilité d'avoir tort pendant longtemps avant d'avoir raison. Si vous avez bien suivi ma boussole, alors vous avez compris une chose essentielle. Quand le régime du monde change, la nature même du risque change avec lui. Ce qui passait hier pour prudent, stable ou raisonnable peut devenir aujourd'hui la source principale du danger. Dit autrement, si ma lecture est la bonne, alors le vrai risque n'est plus tant d'être exposé à des actifs volatiles, mais au contraire de rester collé à des actifs et à des monnaies dont la stabilité apparente repose sur un ordre qui s'abîme. À partir de là, pour aller plus loin, en plus de seulement acheter ce qui pourrait bénéficier du nouveau monde, des actifs antifragiles, on peut aussi chercher à se positionner contre ce qui alimente l'ancien. En finance, c'est ce que l'on appelle des stratégies long-short. Long signifie que vous achetez les actifs dont vous pensez qu'ils vont monter. Mais short signifie que vous vendez les actifs dont vous pensez qu'ils vont baisser. Alors comment faire puisque je vous ai dit un peu plus tôt qu'il n'y avait pas de repas gratuit, et c'est vrai. La stratégie long short s'appuie sur la dette que l'on appelle du levier en finance, et quand vous faites du levier, votre risque global augmente plus vite que les gains que vous espérez avec votre levier. Donc de base, je ne suis pas fan de toutes ces stratégies à levier. Mais, premièrement, pour mon actif monétaire de réserve, il y a une façon très simple de faire de l'amplification en augmentant très peu son risque de levier. Il suffit de s'endetter en dollars pour acheter cet actif. Alors bien sûr, pour ne pas se faire couper en deux, il faut modérer ses ardeurs. Sur l'or, je dirais qu'emprunter 20% au maximum en mettant votre or en collatéral est un maximum. Cela signifie que tant que l'or n'est pas passé sous la barre des 1000 $, je suis safe. Après, dites-vous qu'en dollars, j'emprunte à ma banque à 4,9%, alors que l'impression monétaire en dollars est de 8% par an. Comme le dit Richard, l'un de mes associés, emprunter rapporte alors qu'épargner coûte. Yves Chefati a une autre façon de le formuler. Emprunter en dollars, c'est emprunter une banane pour ne rendre plus tard que la peau. Sur Bitcoin, 15% me semble amplement suffisant, mais c'est le même principe. Ensuite, pour emprunter des dollars et profiter de sa baisse à long terme, sans trop augmenter son risque de levier, il y a une autre option, le crédit immobilier. Eh bien oui, quand vous faites du levier sur les marchés financiers, typiquement le marché actions, vous mettez en collatéral par exemple des actions Apple, et votre banquier accepte de vous prêter de l'argent à hauteur, disons, de 50% de la valeur de vos actions, plus un taux d'intérêt. En ce moment, on est entre 4 et 5% sur le dollar, par exemple, dans ce que l'on appelle des prêts lombards que je suis en train de vous décrire. Par contre, si la valeur de mes actions Apple s'approche trop près de la valeur de mon prêt lombard, alors mon banquier vend mes actions pour solder le prêt afin de se couvrir contre un risque de non-remboursement si la valeur de mes actifs passe en dessous de la dette que je lui dois. C'est ce qui fait que le risque augmente plus vite que les gains espérés et c'est pour cela que je n'emprunte pas plus de 15 à 20% sur mon actif de réserve. Et c'est pour ça qu'un emprunt en collatéral ne doit pas servir à faire du levier sur ce même collatéral, or ou action ou whatever, mais sur d'autres actifs décorrélés. Par contre, un crédit immobilier, c'est différent, car les critères de liquidation d'un prêt immobilier sont très différents d'un prêt lombard. Fondamentalement, votre bien immobilier n'est pas coté en bourse. Donc, ça signifie que l'on ne sait pas combien il vaut à chaque minute qui passe, et que pour découvrir sa valeur réelle, il faut le vendre, car tous les biens immobiliers sont différents. Or, comme on a besoin de faire des crédits immobiliers pour que les gens puissent se loger, les banques vous offrent également un repas gratuit supplémentaire. Quand vous achetez un bien immobilier, la banque fait une estimation de sa valeur et consent à vous prêter de l'argent dès lors qu'elle s'assure que vous avez le moyen de payer les intérêts. Également, elle va vous prêter seulement une fraction de la valeur qu'elle estime du bien pour avoir un tampon pour absorber les variations en cas de revente. Donc, de mon point de vue, quand j'emprunte à une banque, dans la condition où je ne serai liquidé que si je ne paie pas les intérêts des échéances du prêt, même si la valeur de mon bien tombe en dessous de la dette que je dois à la banque, ça veut dire que je ne serai jamais liquidé. Et ça, c'est le repas gratuit. Donc, grâce au deuxième pilier de ma stratégie, l'immobilier, je crée un capital sur lequel je peux emprunter des dollars et donc vendre du dollar à découvert en réalité, tout en n'ayant aucun risque d'appel de marge en fonction de la variation de mon capital. Je peux donc emprunter pour acheter l'un de mes 3 actifs préférés, private equity, immobilier ou actifs de réserve, en me créant une dette en dollars dont je prends le pari que dans 10 ou 20 ans, je la rembourserai pour beaucoup moins cher que ce que j'ai emprunté. Enfin, cerise sur le gâteau, une fois que la stratégie est déjà en route et bien rodée, il y a une troisième façon de shorter le dollar pour acheter mes 3 actifs préférés. Émettre des actions contre des dollars afin d'acheter plus de l'un de mes 3 actifs.
Alors là, on change carrément de dimension, car ce mécanisme n'est pas celui d'un particulier, mais celui d'une entreprise. Si je vous en parle, c'est à la fois parce que je trouve l'idée très élégante sur le plan financier, et aussi parce que je trouve utile que vous sachiez que ce type de montage existe. Là, on parle d'une mécanique que j'activerai peut-être dans le futur si tout se passe bien, un jour quand le modèle aura fait ses preuves. Dans l'idée, il faut faire la distinction entre la valeur comptable d'une entreprise et sa valeur de marché. Par exemple, si on fait le total de la valeur marchande de tous les actifs d'une entreprise comme Tesla, les machines, les bâtiments, les brevets, etc., on obtient le chiffre d'environ 22 $ par action, soit quelque chose comme 137 milliards. Or, il se trouve que la valeur de l'entreprise en bourse tourne autour de 1300 milliards, soit 10 fois plus. Comment expliquer cet écart entre la valeur des choses que Tesla possède et sa valeur boursière? Tout simplement car le marché pense que lorsque vous donnez pour 80 milliards de trucs à Elon Musk, l'entreprise est capable de générer dans le futur bien plus de valeur, car elle va faire des voitures autonomes, des robots et je ne sais quoi d'autre de formidable. Et bien avec ma stratégie, je pourrais reproduire exactement ce mécanisme. Dès lors que j'aurai prouvé que chaque euro investi est capable de générer plus de valeur dans le temps, je peux faire entrer des investisseurs à une valorisation supérieure aux actifs détenus. Autrement dit, je ne vends plus des actifs, je vends une capacité à créer de la valeur. Après, évidemment, quand vous faites entrer des investisseurs au capital, il faut parler du contrôle. Et ça se structure. Et c'est ce que j'ai appris à faire ces dernières années avec toutes mes expériences dont je vous ai parlé. Au-delà de la structure financière, il y a un point encore plus fondamental, la psychologie des investisseurs. Cela peut paraître étrange vu de l'extérieur, mais vous savez que j'ai levé plusieurs dizaines de millions d'euros en moins de 2 ans. Et j'ai appelé tous les investisseurs qui ont mis plus de 100 000 $ personnellement qui en ont fait la demande. En tout, j'ai passé dans les 250 coups de fil qui ont duré en moyenne plus d'une demi-heure. Donc, j'ai une bonne idée du profil de mes investisseurs. Eh bien, figurez-vous que 95% de ces personnes ont investi sur la confiance. J'ai dû pousser le sujet des risques dans la grande majorité des cas, car dans le fond, cela ne les intéressait pas. Moins de 10 m'ont demandé l'accès à la data room. Dans le fond, voici ce qui les intéressait. Faire connaissance avec moi parce qu'ils m'aiment bien, me raconter leur histoire et me faire passer le message suivant. Écoute Richard, c'est toi le spécialiste sur ce coup, tu es aux manettes et moi, j'ai pas les compétences ni le temps de me plonger dans le dossier. Donc prends mon argent, investis-le comme tu veux et tiens-moi au courant régulièrement pour me dire comment ça se passe et combien j'ai gagné. Ni plus, ni moins. Encore une fois, la confiance est toujours la confiance. Et oui, c'était très touchant et motivant, même si ça n'a pas amélioré la qualité de mon sommeil. Et puis, ce qu'ils ont adoré, c'est les voyages aux USA ou en Thaïlande tous ensemble. Beaucoup de mes investisseurs sont à la recherche de relations humaines fortes. C'est un message que j'ai vraiment entendu et qui est très bien passé car je suis demandeur aussi. D'ailleurs, petit message les gars, j'adore ces moments passés ensemble. Ils sont incroyables. D'autant que les entrepreneurs sont souvent très seuls face à leur sujet de préoccupation et pouvoir échanger librement avec nos congénères fait un bien fou. Alors si c'est possible, juste dans 20 secondes. Tout ça pour vous dire qu'au fond, même si on parle de millions, tout cela reste profondément humain. Et ce que les gens achètent en réalité, ce n'est pas un actif, c'est votre capacité à exécuter. Et voilà, on a fait le tour, c'est tout pour aujourd'hui, je vous demande rien, je ne vous vends rien, c'est juste un moment de partage qui me fait plaisir pour vous remercier en espérant que vous y trouverez des bonnes idées de ci et là. Donc encore merci à vous tous et je vous dis à dimanche prochain si ça vous botte sur Grand Angle Eco, Grand Angle Bitcoin ou Grand Angle Nova selon les sujets qui vous intéressent.